Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre et bienvenue à ce journal. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Crise politique en Guinée, la situation s'enlise et préoccupe plus d'un. En dépit des tensions, le parti au pouvoir persiste à aller aux élections législatives et au référendum. Le FNDC s'y oppose par des actions de protestation. Mais ironie du sort, des citoyens ne connaissent même pas le contenu du projet de nouvelle constitution. Reportage à suivre dans ce journal. Au sommaire également, 27 000 milliards de francs guinéens mobilisés par le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. L'annonce a été faite par la ministre Diéné Keita à la faveur d'une conférence de presse où les ministres se relaient pour présenter les acquis, défis et perspectives de leur département ministériel. Enfin, en RDC, une épidémie de choléra frappe les camps de déplacés à l'est du pays. Plusieurs dizaines de personnes vivent dans ces camps où le manque d'hygiène et d'accès à l'eau potable facilite la propagation de l'épidémie. Bienvenue à cette édition d'information. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Crise politique, le Front national pour la défense de la Constitution a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry. Les responsables du mouvement regrettent l'obstination du chef de l'État à doter le pays d'une nouvelle constitution qui, selon eux, ouvrirait une possibilité de briguer un troisième mandat. Le FNDC réitère sa volonté à défendre les principes démocratiques et appelle ses partisans à des journées de résistance active les 28 et 29 janvier prochains. Idrissa Bari, Mohamed Aloussen Kamara signent ce compte-rendu. Dans cette déclaration lue par son coordinateur, le Front national pour la défense de la Constitution affirme que ni la répression sanglante des forces de défense et de sécurité, ni la stratégie d'ethnicisation de sa lutte ne réussiront à leur détourner de leur but, qui est celui de l'alternance démocratique dans le respect des lois. C'est pour cela, poursuit Abdraman Sano, l'heure n'est plus au discours, mais à la prise d'action concrète pour éviter au pays de tomber dans un chaos. Nous comptons sur l'engagement du peuple de Guinée pour que ce coup d'État-là ne passe pas. Et notre engagement à ce niveau-là est total. Absolument rien, s'il plaît à Dieu, nous fera rebrousser chemin. Le FNDC s'est aussi adressé à la communauté internationale à qui il demande de prendre des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est annoncé en Guinée. Le chef de file de l'opposition dit ce qu'il attend de cette visite. D'Ibn Chambash. C'est d'amener aux Guinéens, c'est la loi qu'il faut respecter. Il faut respecter la loi, le consensus. Si on a là les sources de conflit, on ouvre un dialogue, on se met d'accord comment on fait. Comment on interprète la loi, non, pas comment la contourner. Parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus, on le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix. Il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Ce jeudi, en Conseil des ministres, le gouvernement a demandé au président de la République de trouver une date pour la tenue du référendum. En réaction, Sidya Touré affirme que c'est une façon pour le pouvoir de mettre de l'huile sur le feu. Moi, je ne suis pas surpris. Nous allons vers un couplage. Le communiqué hier est fait pour qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter de l'huile sur le feu. C'est une manière de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinéens, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il y a des morts, mais ils l'ont fait. Moi aussi, il y aura des morts, mais je vais continuer à le faire. L'organisation du référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, c'est la question qui se pose aujourd'hui sur toutes les lèvres en Guinée. Les promoteurs de ce projet font croire qu'il sera bénéfique pour les femmes et les jeunes. Pourtant, la jeunesse, la majeure partie de ces couches sociales n'ont même pas connaissance du projet de constitution. Malik Sandiana Kamara, Lamine Silla ont rencontré certains citoyens de la capitale. Suivez leur réaction. Ce jeune est diplômé en mathématiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et ancien aventurier. C'est après sa mésaventure, il est revenu au pays pour se lancer dans la conduite de taxi-moto.
Son activité ces derniers temps est perturbée par des manifestations appelées par le FNDC, alors qu'en réalité, il ignore même le contenu du projet de la nouvelle constitution, l'objet de cette crise. Dire aujourd'hui de changer la constitution, bon, ce n'est pas très important pour la jeunesse. Oui, ça semble la pagaille. Est-ce que vous avez une fois lu le projet de la nouvelle constitution? Je ne connais rien dedans, oui. Cette méconnaissance du projet de la nouvelle constitution par le jeune Diallo n'est pas un cas isolé. Je ne sais pas si c'est en faveur de nous les jeunes ou ce n'est pas en faveur de nous les jeunes. Donc par rapport à ça, je ne peux pas me mêler à jeter les cailloux, faire des trucs pareils comme ça. Là. Parce que réellement d'abord, je ne sais pas ce qui est dans la nouvelle constitution. Moi, je ne connais rien de cette nouvelle constitution. C'est que je sais qu'ils rendent la cité paisible pour ne pas que les pauvres souffrent. Nous n'avons pas où aller quand ça dégénère. Question de jours ou de semaines pour aller au référendum afin d'adopter la nouvelle constitution. Ces jeunes préfèrent d'abord bien s'informer avant de glisser le bulletin dans l'urne. Quand on dit d'aller au référendum, qu'est-ce que ça te dit? Bon, je ne peux pas aller comme ça au référendum aveuglément. C'est la raison pour laquelle je dis que je ne connais pas d'abord le contenu de la nouvelle constitution. Donc quand je pars au référendum comme ça, je suis parti comme ça aveuglément. D'après les promoteurs du projet de la nouvelle constitution, les femmes et les jeunes seront les plus privilégiés dans les instances de prise de décision. Mais avec la crise qui s'empare du pays, ces derniers souhaitent d'abord l'apaisement du climat politique. On a souffert en tout cas. Aidez-nous à sortir de cette crise. On n'arrive plus à écouler nos marchandises alors qu'on a des enfants à nourrir. La Guinée, c'est pour nous, ce n'est pas pour Jean, ce n'est pas pour Paul. D'essayer d'arranger les gens, bon, soi-disant qu'il a fait 10 ans de laisser notre revenu. Dans ce marché de Matoto, les femmes sont préoccupées à faire leur petit commerce malgré les énormes pertes enregistrées, faute de moyens de conservation de leurs marchandises. Elles n'osent pas parler politique, seulement elles rêvent toutes d'une vie meilleure. En dépit des tensions entre pro et anti-nouvelle constitution, souvent émaillées de violence et de mort, le gouvernement persiste à aller au référendum constitutionnel. Jeudi, en Conseil des ministres, il a demandé au président de la République de proposer une date pour le vote. Les partis politiques candidats aux élections législatives se voient piégés. C'est le cas de l'UFD de Badiko qui entend démobiliser contre le référendum. D'autres attendent encore le décret du chef de l'État. Abdelsadio Diallo, reportage. C'est en pleine campagne pour les législatives du 16 février prochain que la nouvelle est tombée. Jeudi, en Conseil des ministres, il a été demandé au chef de l'État de fixer la date du référendum en Guinée. Au lendemain de cette annonce, les partis politiques engagés à ce scrutin réagissent. D'abord, le Rassemblement pour le renouveau et le développement. Au référendum, c'est un pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, sauf quand je vois le décret du président de la République. Ils ont émis un choix. Peut-être ça peut ne pas être effectif. Contrairement au parti de Abdoulaye Kourouma, l'UFD de son côté est déjà formelle. Elle n'est pas concernée par ce que son leader qualifie de coup d'État constitutionnel. Nous sommes présentés de bonne foi à ces législatives, mais nous ne sommes candidats qu'aux législatives et nous ne sommes pas concernés par le coup d'État constitutionnel qui est là, qui de toute façon aurait été fait avec ou sans nous. Et donc notre rôle sera de lutter pour empêcher justement la confiscation du pouvoir par l'équipe qui est là. Sur le terrain, la campagne se déroule normalement pour des partis comme le RRD, à en croire son responsable. Dans 2 semaines, nous allons partir aux élections. Nous sommes en campagne et les gens, les militants et les sympathisants du parti sont en train de mener des campagnes selon la stratégie définie par notre direction de campagne. Cette même campagne est catastrophique pour la formation dirigée par Mamadouba Badiko. Nous nous préparons dans des conditions extrêmement difficiles, puisque justement il y a une atmosphère délétère de désordre et de chaos qui règne dans le pays. On ne peut pas faire campagne normalement et surtout il n'y a pas de possibilité de bataille d'idées. Reste à savoir si Alpha Condé prendra le risque de signer un décret appelant à un couplage des législatives et du référendum, alors qu'au même moment, les principaux partis d'opposition du pays ont promis d'empêcher les élections et que le FNDC intensifie sa résistance citoyenne jour après jour.
Et puis, cette information de dernière minute, suite aux tensions et violences dans le pays, le Premier ministre a fait une déclaration ce soir à la télévision nationale. Ibrahima Kassory Fofana a indiqué que le gouvernement déplore et condamne avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie les dérapages de ces derniers jours avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Il appelle au calme et à la retenue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Justement, face à l'enlisement de la situation politique, le président du parti PDA a réagi. Il déplore les violences. Ouremba Kourouma affirme que le pays est pris en otage par des politiques véreux. Il appelle le peuple de Guinée à une prise de conscience. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. La violence que j'ai vue hier à Nabi, à Pita, à Conakry ici, partout, ce n'est pas le fait des Blancs. Ce n'est pas un Allemand qui est venu. Ce n'est pas un Français qui est venu. C'est des Guinéens. Et ces Guinéens veulent quoi? De l'argent. J'invite l'ensemble des Guinéens à une prise de conscience aiguë, à savoir que seul le peuple reste. Seul le peuple est éternel tant que vit l'humanité. J'invite l'ensemble des Guinéens à comprendre que le vote organisé pour le 16 février doit donner la victoire au non. Le non est sacré pour tous les Guinéens conscients. Le non est sacré pour tous ses fils, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour créer l'unité. Parce que s'il y a un non, les tenants du oui seront obligés de se replier à la victoire du peuple. Restons dans le même registre. La situation politique reste tendue, préoccupe donc nos compatriotes vivant à l'étranger. Comment éviter le mal et chercher à réconcilier les Guinéens? Ce sont entre autres des questions que se pose la diaspora guinéenne vivant en Allemagne. Suivez la lecture de la situation du président sortant de la diaspora guinéenne que nos reporters Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Souma ont rencontré. Le Haut Conseil des Guinéens de l'Allemagne se dit préoccupé par la situation sociopolitique que traverse le pays. À travers sa lecture sur des événements récents, la diaspora estime que l'image du pays est déplorable. Ce compatriote tient à le dire. La diaspora a besoin d'avoir en Guinée des représentants, des dirigeants dignes de la Guinée, parce que notre image est ternie. Et notre représentativité au niveau international, surtout dans nos pays de résidence, on trouve qu'elle n'est pas de qualité. Et donc, on jette bien évidemment la responsabilité. Une seule perte en vie humaine est une catastrophe, est une calamité pour ce pays, surtout quand il s'agit de jeunes. C'est vrai que tous les morts se valent, mais je crois que la jeunesse, quand même, est l'avenir de ce pays. Des frustrations, des haines et l'injustice ont, selon la diaspora, fini par atteindre son paroxysme en Guinée. Ce sont des phénomènes qui alertent aujourd'hui tous les Guinéens vivant à l'étranger, alors que le pays s'apprête à aller aux législatives. Vu les tensions ça et là, vu le débat politique, la manière dont il se tient, les acteurs politiques ce sont les mêmes, ils s'entre-déchirent entre eux, on devrait faire attention quand même, parce que derrière ces personnalités, derrière ces sommités, il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui sont soit manipulés ou qui suivent par conviction. Et donc quand c'est comme ça, il ne faut pas créer une Guinée contre une autre. Il faut éviter cette situation d'extrême, des deux extrêmes. Donc il faut forcément trouver un terrain d'entente, mais que ce terrain d'entente soit un terrain complètement balayé et propre. La diaspora pense que seuls des discours politiques apaisés peuvent faciliter un dialogue franc pour finir avec les tensions. Dans l'actualité encore, 27 000 milliards de francs guinéens ont été mobilisés par le ministère de la Coopération et de l'intégration africaine. L'annonce a été faite par la ministre Diéné Keita à la faveur d'une conférence de presse ce vendredi à Conakry où les ministres se relaient pour présenter les acquis, défis et perspectives de leurs départements respectifs. Compte rendu de cette conférence de presse avec Mariam Foudé Camara et Ibrahima Souri Camara.
À l'entame, la ministre de la Coopération a d'abord salué les mérites de ses prédécesseurs avant de faciliter la compréhension des uns et des autres sur la mission de son département. Pour Guéné Keïta, la chasse a été fructueuse. Plus de 300 accords de coopération, de conventions et de financement ont été signés avec des partenaires bi- et multilatéraux. Ceci a permis de mobiliser une enveloppe financière globale de plus de 3,5 milliards de dollars des États-Unis, soit plus de 33 000 milliards de francs guinéens en faveur des différents secteurs de l'économie nationale. Sur le plan de l'intégration africaine, la Guinée de 2011 à 2019 a obtenu plusieurs postes statutaires, ce qui l'a également permis de payer ses arriérés de contribution à la CEDEAO, l'Union africaine et la Manoriva Union. À ce jour, 27 entreprises industrielles guinéennes et 98 de leurs produits ont été agréés au schéma de libéralisation des échanges commerciaux de la CEDEAO, leur donnant ainsi le libre accès au marché des États membres sans paiement de droits de douane ou de taxes ou d'effets équivalents. Dans le cadre de la coopération bilatérale, plus d'1 milliard de dollars, soit plus de 9 000 milliards de francs guinéens, d'accords de financement ont été signés en faveur de plusieurs secteurs. Avec les États-Unis d'Amérique, plusieurs enveloppes ont été signées, 41 millions de dollars US, donc plus de 4 000 milliards de francs guinéens, dans les différents secteurs. Avec la République populaire de Chine, nous avons plusieurs accords de financement également qui ont été enregistrés et qui vont au-delà, autour des 20 milliards de dollars. Conscient des défis qui restent à relever, la ministre, dans les perspectives, envisage la mobilisation des fonds pour la réalisation des activités comme la construction du siège de l'Assemblée nationale et du Palais de la Culture, ainsi que la réalisation du projet d'adduction d'eau. À l'occasion de la commémoration des événements du 25 janvier 1971, l'association des victimes du camp Boiro demande justice pour leurs parents qui ont péri dans les geôles sous la Première République. Elle a fait savoir dans une déclaration qu'elle a rendue publique ce vendredi à la Maison de la Presse. Les membres de cette association se disent incapables de tourner cette page douloureuse de l'histoire de la Guinée. Alseni Tamoura. 25 janvier 1971, 25 janvier 2020. Cela sera 49 ans ce samedi que les familles de victimes du camp Boiro peinent à oublier les disparitions tragiques de leurs proches. À la veille de la commémoration de cette date, l'association des victimes du camp Boiro a organisé une conférence de presse pour exprimer son désarroi. Nous, dans l'association des victimes du camp Boiro, nous allons continuer notre combat pour pousser les gouvernements successifs à reconnaître et à réhabiliter les victimes. Parce que nous avons perdu beaucoup. La Guinée a perdu des hommes éminents. Vous ne pouvez pas le savoir. Si nous vous lisons la liste des condamnés de 1971, vous ne verrez que des personnes éminentes. Au cours de cette conférence, les membres de cette association ont réclamé la réhabilitation des familles dans leurs droits. Ils demandent également l'implication du chef de l'État dans cette affaire qui tache l'histoire de la Guinée. Dans tous les pays du monde où il y a eu ce type de massacre, les gens recherchent la justice, ce qui s'est passé, la vérité, afin que les gens se réconcilient. C'est parce que nous, on veut faire taire l'histoire. Il y a une omerta. Personne ne veut parler de ce qui s'est passé de manière atroce. C'est pour ça que nous ne savons pas pourquoi la Guinée est dans cette situation. Donc c'est absolument lié. Ce samedi 25 janvier, l'association des victimes du camp Boiro compte célébrer cette journée à travers une marche à la mémoire de tous ceux qui ont disparu au camp Boiro. On poursuit ce journal avec cette question. La presse écrite serait-elle en danger face aux nouvelles technologies? La question vaut tout son pesant d'or. Les lieux de vente sont devenus aussi rares que les journaux, puis journalistes et revendeurs n'arrivent plus à s'en sortir. Bref, le métier ne nourrit plus son homme. Face à cette situation, les acteurs tirent la sonnette d'alarme. Reportage Alseni Bari, Ibrahima Souri Kamara. Kaloum, en bas du siège de l'AGP, Youssouf Sissé jette un coup d'œil sur ses journaux et passe. Son téléphone Android lui donnera les informations complémentaires. Comme lui, beaucoup de lecteurs ont fui la presse papier.
Je vois que la presse écrite ne dit pas la vérité aux populations, aux pauvres populations guinéennes. La façon que les choses se fassent, ils ne disent pas comme ça. Non, je ne paye pas comme avant puisque mes moyens sont un peu réduits qu'avant. Les Guinéens ne lisent pas beaucoup, ne parlent pas la lecture. Le retard dans l'apparition, l'Internet, la radio et la télévision sont les nouveaux moyens d'information qui laissent peu de place aux journaux. Un autre défi, le manque de publicité et de partenaires. Ici, journalistes et vendeurs tirent le diable par la queue. Si les vendeurs ne perçoivent que 300 francs guinéens par exemplaire, il arrive des jours que même un seul ne soit vendu. Des fois, pendant toute la journée, je ne gagne même pas un journal vendu. Les gens viennent seulement juste regarder ce qui est sur le titre et laisser maintenant. Parce que les journaux sont là, ce qui intéresse les gens, c'est de regarder le titre et laisser le Guinéen ne les pas. Parce que les gens cherchent de voir les infos, mais ils ne cherchent pas à savoir ce qui est détaillé dedans, ils cherchent les infos. Le patriarche, dont Gaston est le directeur de publication, met 500 journaux sur le marché par semaine. Hélas, difficile d'écouler. Autant dire que le métier ne nourrit pas son homme. La presse papier bat de l'aile, mais c'est un amour, c'est une affection qui fait aujourd'hui que les gens sont dedans. Parce que quand on aime quelque chose, on l'aime. Et on ne peut faire que ça. Aujourd'hui, quand je vous dis que la presse papier nourrit son promoteur, ça, je vous aurais menti. C'est clair, l'avenir de la presse écrite s'assombrit. À Conakry, il est difficile, même rare, de trouver des kiosques de vente de journaux. Pendant ce temps, la presse en ligne brille de mille feux. La revue de presse dans cette édition, que de pleurs, de peur peut-on constater sur les médias guinéens. Le SLEG a retrouvé ses enseignants après quelques jours de détention et de procès. C'est un ouf de soulagement pour les leaders du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, écrivent les sites d'information. On voit tout cela dans cette revue que nous propose Djibril Ba. Bonsoir Djibril. Bonsoir Boyi, bonsoir à tous. La revue de cette semaine s'est largement penchée sur les violences enregistrées à Conakry et à l'intérieur du pays. Face à cette situation, l'ancien président de la CENI interpelle le chef de l'État. Monsieur le Président, regardez, le pays bascule, selon un titre d'un article affiché sur mosaïqueguinée.com. Grande figure de la société civile guinéenne, Bakary Fofana a d'abord livré un réquisitoire de la société guinéenne avant de mettre tous les acteurs devant leurs responsabilités. La situation reste tendue à l'Abbé. Des manifestants tiennent coûte que coûte à obtenir le départ de Madifine Diané. L'inquiétude ne reviendra à l'Abbé que quand il partira, a écrit visionguinée.info. Durant la journée du 23 janvier, le gouverneur affirme dans les colonnes de guinématin.com « Peu importe où je suis, en tout cas, je gère bien la chose avec Guinée Matin. Nous apprenons que les manifestations se poursuivent dans la ville de l'Abbé, entraînant d'énormes dégâts. Une deuxième victime a été enregistrée, a-t-on constaté sur le site d'information. Dès là-bas, l'Institut attaqué le crédit rural mis à sac, avertit guinénews.org. Les violences continuent de plus belle à Dellaba après la chasse des forces de l'ordre dans la ville. Des jeunes manifestants ont emporté des ordinateurs, des imprimantes, des chaises, tout ce qu'ils pouvaient, lit-on sur le quotidien. Des véhicules incendiés à la casse. Suite à cet incident, des jeunes surexcités ont pris d'assaut le lieu. Au moins 6 personnes ont été interpellées en rapport avec le sinistre, explique notre confrère de guinématin.com. Le FNDC condamne énergiquement cet incendie et rappelle entre les lignes de refletguinée.com que 29 Guinéens sont froidement tués et 61 personnes blessées par balle par les forces de défense et de sécurité, accusent les membres du Front national de la défense de la Constitution. Avec ces violences, durant cette semaine, les sites d'information guinéens reviennent sur un événement aussi douloureux. Il s'agit du 22 janvier 2007.
Une activiste de la société civile se souvient dans les colonnes du site d'information convergencegn.com. Je me souviens la tristesse et le sentiment d'un combat inachevé lorsque Amnesty International est venu faire ses enquêtes sur les tueries avec les photos et les preuves qu'ils ont pu récolter. Ils ont conclu que tous les jeunes qui ont reçu les balles ne l'ont pas reçu en se défendant, mais en cherchant à s'échapper. Restons avec convergencegn.com pour dire que les enseignants grévistes du SLEG sont libérés. Le secrétaire général de l'USTG s'exprimait en ces termes. Mon émotion était forte. Mon émotion est forte, j'allais dire. Lorsqu'on établit la justice, chacun est fier parce que nos camarades ont été ramassés dans la rue et incarcérés. Cette décision du tribunal a réjoui à plus d'un titre les avocats de la défense qui ont aussitôt clamé la victoire, a conclu mosaïqueguinée.com. Pendant ce temps, Alpha Condé, en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique, a rencontré le Premier ministre britannique. Selon Guinée7.com, cette rencontre entre le président Condé et Boris Johnson a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États. Le chef de l'État guinéen a profité de cette occasion pour présenter les progrès significatifs réalisés par la Guinée dans l'amélioration du cadre d'investissement et l'ouverture de la Guinée à tout partenariat mutuellement avantageux. Voilà, grand merci à Djibril Ba pour cette revue de presse, le tour d'horizon de l'actualité vue par des médias guinéens. On enchaîne avec l'actualité africaine et internationale. Tout d'abord, en RDC, une épidémie de choléra frappe les camps de déplacés à l'est du pays. Depuis le début du mois de janvier 2020, une épidémie de choléra touche les camps de déplacés internes situés dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fui les combats entre groupes armés vivent dans des camps où le manque d'hygiène et d'accès à l'eau potable facilite la propagation de l'épidémie. Suivez. Nous sommes dans un camp de déplacés, à Massissi, dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC. Depuis le début du mois de janvier, cette zone est frappée par le choléra. Ici, il faut dire que l'hygiène et l'eau potable sont rares. Les dizaines de milliers de personnes qui ont fui le combat entre groupes armés tirent le diable par la queue. Les diarrhées cholériformes, ça c'est beaucoup plus lié à l'insuffisance en eau potable dans la zone, mais aussi l'insuffisance de l'assainissement. Nous avons des camps de déplacés internes et cela fait à ce qu'il y ait une promiscuité et ça fait une bonne source de ces maladies appelées des mains sales. Dans la zone où plusieurs camps sont érigés, Médecins sans frontières a déjà recensé 520 cas et 2 décès. Vu les conditions d'hygiène chaotiques dans la zone, le bilan risque de s'alourdir. On a beaucoup de cas de choléra puisque les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Vous savez, les gens laissent les caca, les matières fécales n'importe où. Il n'y a pas d'eau potable. Et ce sont des facteurs qui font que le choléra puisse être déclenché. Et effectivement, ça existe puisque les conditions ne sont pas bonnes. Alors nous sommes là pour atténuer la situation, pour que ça ne puisse pas s'aggraver. Selon Médecins sans frontières, 685 000 déplacés vivent dans ces territoires montagneux. Ici, plus de 100 personnes utilisent le même WC, selon les déplacés. C'est une ville presque morte à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les passagers montés à bord du dernier vol Wuhan-Paris décrivent une ville morte et des habitants craignant des pénuries. Suivez. Il avait pris la décision de ne jamais monter sur un vélo. Le voilà pourtant en train de pédaler comme s'il s'était toujours déplacé à bicyclette. Sa décision est donc avortée et c'est parce qu'avec la grève, Damien ne trouve aucun moyen de déplacement. Alors pour partir au travail, il se trouve un vélo.
Non, il y a quelques semaines avant le 5 décembre, je ne serais jamais monté sur un vélo, parce que je fais partie de ces gens flippés en fait. Des questions de sécurité, circulation, partage de l'espace public à Paris. Donc je prenais le tramway, très efficace. Et puis à partir du 5 décembre, je me suis rendu compte que comme je n'avais pas d'autre solution qu'avec une lunette, et je me suis rendu compte que ce n'était pas si désagréable. Damien est plutôt adepte du tramway. La sécurité, la circulation et l'espace réservé aux cyclistes lui font peur. Mais avec le temps, il a trouvé que faire du vélo n'est pas aussi désagréable, comme beaucoup de Français d'ailleurs, obligés depuis la grève de pédaler. On les appelle les vélotaffeurs. Pas mal de gens nous ont fait le témoignage qui se sont aperçus que leur boulot était finalement pas si loin ou pas si difficile d'accès à vélo et que finalement c'était plutôt agréable, plutôt sympa. Donc on peut penser qu'un sacré nombre d'entre eux ont découvert à cette occasion-là que ça marchait bien, que c'était efficace et que c'était fiable surtout, parce qu'on sait à quelle heure on part et on sait à quelle heure on arrive. Pour beaucoup, ce n'est d'ailleurs pas la première fois d'être obligé de prendre le vélo. Moi, j'ai commencé avec les grèves de 95. C'est-à-dire qu'en décembre 95, des grèves qui ont duré 3 semaines, il fallait travailler. J'habite Nation, je travaillais à Necker. Il fallait trouver une solution. J'ai donc fait du vélo et j'ai continué. Et avec les grèves de 2019, j'ai mon mari qui a commencé à faire du vélo aussi. Faire du vélo quand on n'a pas le choix, avec la grève, beaucoup de Français se sont inventés des moyens pour se déplacer. Voilà, merci de nous suivre à Sigiri et partout à travers la Guinée. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'attention. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos au compte bien évidemment du 22h. Merci de l'attention.